Bon, ça faisait un petit moment que je vous avais pas demandé vos avis impopulaires sur la WWE et le catch en général, et vu les réactions qu'a reçu WrestleMania 42 et même la WWE dans ces derniers mois, voire même ces dernières années, ça commence à faire un moment, je me suis dit que c'était le bon moment pour relancer ce format, et donc vous connaissez le principe, je vous ai mis un petit post sur YouTube pour vous demander vos avis controversés ou impopulaires concernant le catch, vous avez été nombreux à me répondre et je vous en remercie, et il est donc temps de revenir ensemble sur tout ça en parlant de vos avis impopulaires. Alors justement, en introduction, j'ai parlé de WrestleMania 42, donc j'ai sélectionné un premier avis qui parle de ce show et de ce qui aurait pu arriver, ou en tout cas ce qui aurait dû arriver selon cette personne, puisque l'un d'entre vous m'a dit que Drew McIntyre aurait dû affronter Randy Orton lors de WrestleMania 42. Alors, c'est peut-être pas forcément un avis extrêmement impopulaire parce que à l'approche de WrestleMania, nombreux étaient les fans qui disaient que justement c'était plus intéressant d'avoir un Drew Orton et d'attendre un peu pour organiser ce match contre Cody Rhodes, mais force est de constater qu'il y avait aussi une bonne majorité des fans qui avaient hâte de cette rivalité entre Randy Orton et Cody Rhodes. Et je vous le dis tout de suite, j'en faisais partie. À la base, vraiment, je ne voulais pas du tout voir Drew McIntyre contre Randy Orton, puisque pour moi, le match de rêve et le match le plus intéressant pour le plus grand show de l'année, c'était évidemment le match le plus simple à raconter avec une longue histoire entre Randy Orton et Cody Rhodes. Bon, spoiler, vous savez très bien ce qui s'est passé, on nous a rajouté Pat McAfee et compagnie, donc oui, aujourd'hui, pour moi, c'est une assez grande évidence que Drew McIntyre aurait été un meilleur adversaire contre Randy Orton, déjà parce que la WWE aurait pas eu à s'arracher les cheveux pour savoir qui des deux allait être heel et qui des deux allait être face, c'est évident que les fans auraient soutenu Orton, et surtout, ce que je trouve bien plus logique, c'est que Cody Rhodes contre Randy Orton, pour moi, c'est censé être un main event nuit 2. Tu ne peux pas le mettre juste en main event nuit 1 et le gâcher avec du Pat McAfee et des trucs qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Donc je pense que ça aurait été mieux d'envoyer un Drew McIntyre Randy Orton, qui certes aurait été un match extrêmement secondaire, surtout par rapport au main event nuit 2, mais en soi, ça aurait absolument pas été dérangeant, et je pense que, rétrospectivement, la plupart des fans auraient dit, bah effectivement, c'était pas un mauvais match, c'était pas une mauvaise idée, et je pense que ça aurait peut-être aidé, mine de rien, cette première nuit de WrestleMania à être meilleure que ce qu'elle a été. Donc oui, pour le coup, c'est un avis un peu impopulaire que je partage, et surtout, c'est forcément plus facile de le partager aujourd'hui, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé entre Cody et Randy Orton. Allez, pour rester sur les champions du monde à la WWE, on va parler d'un avis que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que lui, par contre, il est vraiment impopulaire, et je vois très peu de gens partager l'avis de cette personne qui nous dit qu'il préfère les champions part-timers, où chaque apparition et combat reste un événement, et qui sont bookés comme des boss finales du jeu. Alors, je pense que je comprends un peu l'idée de fond de cette personne, c'est-à-dire que pour lui, voir un champion défendre sa ceinture chaque semaine et être là hyper régulièrement, bah, ça réduit le prestige de la ceinture parce qu'on s'habitue à voir le champion combattre, et donc forcément, ces apparitions n'ont plus ce côté spécial et ce côté grandiose que peuvent avoir les champions quand ils défendent très peu leur ceinture. Maintenant, moi, je suis pas d'accord pour la simple et bonne raison qu'il y a un juste milieu, je pense, c'est-à-dire que c'est pas intéressant de faire défendre son titre toutes les semaines, ça peut l'être dans certains cas un peu particuliers si on a vraiment un champion combatif, etc. Par contre, entre le faire défendre chaque semaine et le faire défendre une fois tous les 6 mois, il y a quand même un juste milieu qui pour moi est au moins une défense à tous les PLE, il peut en rater un ou deux de temps en temps selon les situations, etc. Mais de manière générale, les pay-per-view, les PLE aujourd'hui, ça restait le moment où les champions défendaient leur ceinture. Donc pour moi, oui, je comprends l'idée de ne pas faire défendre son champion toutes les semaines ou même dans des shows mineurs ou je ne sais quoi. Maintenant, je pense qu'au moins une fois par mois dans le PLE du mois, c'est la moindre des choses. Et en plus, ça permettrait de forcer la WWE un peu à avoir des changements de titre un peu plus réguliers. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que quand ils veulent pas que leur champion perde la ceinture, ils se contentent de juste ne pas le faire défendre. Comme ça, à la fin, le mec peut avoir un règne de 300 ou 400 jours en ayant défendu la ceinture 5 ou 6 fois globalement. Or, si tu la fais défendre à chaque PLE, globalement, tu vas quand même être obligé à un moment donné de la faire perdre, parce que sinon les gens vont trouver ça redondant. Donc voilà, je suis pas d'accord avec cet avis, même si je comprends le fond. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous préférez, parce que c'est vrai que avec des règnes comme celui de Roman Reigns ou avec des règnes différents comme celui de Cody Rhodes, de je ne sais qui, peut-être qu'il y a des gens qui ont changé d'avis un peu sur les règnes longs, certains aimaient, maintenant ils aiment moins, d'autres n'aimaient pas, maintenant ils apprécient. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est aussi le but de ces vidéos. Allez, avis suivant où on va complètement changer de registre maintenant, puisqu'une personne nous sort un avis très sobre, il nous dit qu'il faut le retour du Hell in a Cell. Alors, je précise, je l'ai mal formulé quand je l'ai lu, mais en gros il dit il faut un retour de Hell in a Cell au sens, j'imagine, le pay-per-view, l'événement Hell in a Cell, show dans lequel, évidemment, les matchs principaux étaient tout le temps des matchs Hell in a Cell, ce qui pendant longtemps a été critiqué par les fans, certains trouvaient que c'était juste un truc qui était un peu forcé, c'est-à-dire dans l'année on savait qu'Hell in a Cell arrivait, donc il fallait absolument balancer des stipulations à Hell in a Cell, même si ça n'avait pas de sens. Et le truc c'est que, en fait moi j'ai envie de dire que je suis d'accord, parce que je m'attendais avec le changement de régime à ce qu'on arrête
ce principe de se forcer à faire des stipulations, mais déjà c'est faux, parce que sur Survivor Series Wargames, maintenant chaque année on a le droit aux Wargames, même quand c'est pas justifié, on va toujours trouver des trucs un peu tirés par les cheveux pour aller justifier que telle équipe doit affronter telle autre équipe, donc ça moi je trouve ça chiant, donc de 1 ça n'a pas du tout supprimé le principe des shows à stipulation, et de 2 on a beaucoup moins de stipulations, donc à la limite je préfère qu'on garde le délire de y a TLC, y a Hell in a Cell, y a Extreme Rules, y a des choses comme ça, plutôt qu'on dise ok on supprime ça et on le fera quand ce sera organique, sauf qu'en fait c'est jamais organique et ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de TLC en 1 contre 1, de Hell in a Cell, alors si Hell in a Cell il y avait Punk contre Drew McIntyre, mais à part ça je veux dire c'est quand même extrêmement rare qu'on ait des matchs à grosse stipulation, on reste souvent dans les très grands classiques, No Holds Barred, Falls Count Anywhere et encore c'est de plus en plus rare, des matchs en gros qui sont juste des matchs sans aucune règle, donc voilà, moi je pense que oui à un moment donné si on veut que ces stipulations reviennent et que voilà on ait des rivalités qui soient obligées de prendre en intensité à cause de ces matchs là, oui on va être obligé de ramener des pay-per-view type Hell in a Cell. Bon, pour l'avis suivant, je vais faire assez court parce que c'est juste un avis qui m'a vraiment énormément surpris parce que c'est, je pense, l'avis le plus impopulaire de cette vidéo. Ça fait des mois que j'entends absolument l'inverse à chaque fois que je fais un coin catch, à chaque fois que j'en parle sur cette chaîne ou même à chaque fois que le sujet vient n'importe où. Mais là, cette personne nous dit que SmackDown atomise Raw depuis plusieurs semaines, voire mois. Alors là, pour le coup, je suis vraiment pas d'accord, mais alors pas du tout. Je trouve que ça fait un bon moment que Raw est largement meilleur que SmackDown. Ça a longtemps été l'inverse, mais par exemple dans la division féminine, je préfère largement ce qui se fait à Raw plutôt que ce qui se fait à SmackDown. Je trouve que toute l'histoire, et on va en reparler, autour de Danhausen, autour des MFT, autour de tout ce qui se fait avec Sami Zayn, le côté un peu goofy du bonhomme pain d'épices, etc. Alors je sais que ça a un fond, ça a une idée de raconter quelque chose pour le personnage de Sami Zayn, mais bon, à l'heure actuelle, c'est pas forcément le truc le plus passionnant. Bref, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ennuient, objectivement, à SmackDown. La division par équipe, par exemple, je préfère largement la division par équipe de Raw que celle de SmackDown. Après, ça reste une question de goût, mais j'ai quand même voulu sélectionner cet avis parce que je vous l'ai dit, moi j'entends absolument l'inverse depuis un bon moment. Sur mes lives, à chaque fois, quand on fait le coin catch le mardi à 17h, j'en profite pour vous le glisser là, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a toujours des gens qui me disent « Oh là là, cette semaine, SmackDown, il était horrible alors que Raw était plutôt cool », et c'est rarement l'inverse. Donc voilà, je sais pas quel est votre avis sur la question, personnellement, je trouve que Raw est plus intéressant depuis, un bon 6 mois, je pense. Ça m'intéresse quand même de voir quel est votre point de vue là-dessus, mais voilà, peut-être que c'est moi qui ai une vision différente des autres, peut-être que je fais partie d'une toute petite niche qui se réunit dans le coin catch pour dire que Raw est meilleur, mais voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, comme d'habitude. Et justement, puisqu'on parle de Raw, on va parler d'un des trucs que je trouve les plus intéressants de ce côté-là, avec un long avis autour du titre mondial, avec une personne qui nous dit que Bron Breakker aurait dû gagner le titre World Heavyweight contre CM Punk. Avec la promo qu'avait fait Breakker après Survivor Series, la trahison sur Rollins avec Eman en manager et Theory, Reed et Paul avec lui, il n'y avait aucune raison de perdre. Il y en a marre de mettre toujours en avant les mêmes. Dans 5 ans, il n'y aura plus de Orton, Punk, Reigns, etc. Et s'il n'y a pas de star créée, comment ça se passe? Les stats folles, c'est qu'aucun catcheur né dans les années 90 n'a gagné un titre mondial, et le dernier catcheur à avoir gagné un titre avant ses 30 ans, c'était Bray Wyatt en 2017. J'espère que cette année, un catcheur va briser ses stats, Breakker, Femi ou Theory. Alors, j'ai sélectionné cet avis parce que Bron Breakker, ça fait partie des catcheurs les plus clivants, croyez-le ou non, aujourd'hui. Il y a toute une partie de gens qui, comme moi, l'adorent et qui ont vraiment envie de le voir très vite percer pour atteindre les sommets, mais je vois très souvent des gens me dire qu'ils ne comprennent pas ce qui fait le succès de Bron Breakker. Ça, je pense que c'est un peu le propre de tous les catcheurs, il y a toujours des gens qui vont les aimer, des gens qui vont pas trop les aimer, mais j'ai quand même voulu sélectionner cet avis parce que je trouve ça intéressant, et même si Bron Breakker n'avait pas gagné le titre contre CM Punk au moment où il l'a affronté à Raw, je pense que ça aurait été intéressant de trouver un moyen d'intégrer Bron Breakker à la scène du titre mondial pour WrestleMania. Alors oui, il s'est blessé, mais de ce que je comprends, il était quand même prêt pour WrestleMania. Même s'il y avait un doute, je pense que ça aurait été mieux de l'immiscer dans les histoires et de trouver un moyen de lui donner une place pour le titre mondial, peut-être dans un triple menace, peut-être avec quelqu'un d'autre, histoire qu'on ait quand même un plan un peu de secours, si jamais Bron Breakker n'était pas remis à temps avant WrestleMania. Mais je trouve ça dommage d'avoir complètement tout abandonné sur l'idée de Bron Breakker pour repartir à zéro, relancer le truc avec Seth Rollins. Je pense effectivement que soit il aurait dû gagner le titre de champion du monde contre CM Punk quand il l'a affronté, soit il aurait dû le faire à WrestleMania. Je sais que beaucoup préfèrent largement voir CM Punk contre Roman Reigns, objectivement le match était bon, mais comme le dit cette personne, il y a un moment où les Punk, les Reigns, les Orton, les mecs comme ça, ils seront plus là, et il va falloir trouver un moyen de les remplacer. Donc voilà, je trouve que c'est un point intéressant à mentionner, et ça me permet de remettre en avant le fait que pour moi, Bron Breakker, il faut en faire quelque chose, et il faut en faire quelque chose rapidement. Et j'espère que dans quelques années, je serai pas là à dire que voilà, c'était encore un échec, et que la WWE a raté le coche, parce que ça me ferait vraiment chier.
Ok, là on va arriver dans un avis hors WWE qui, je trouve, vaut la peine d'être discuté parce que, bon, vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire dessus. Globalement, une personne nous dit que le catch français est incroyable, ce qui est vrai, mais qu'il y a trop de gens problématiques qui gâchent le plaisir de regarder les shows. Alors, je voulais aborder ce sujet parce que, malheureusement, c'est vrai que on voit souvent des gens dire que voilà, le catch français, ils y vont pas parce que il y a des soucis, à chaque fois qu'ils en entendent parler, c'est des dramas, etc. Mais il y a aussi toute une branche extrêmement cool du catch français qui font des shows extrêmement régulièrement, un peu partout en France, et dont malheureusement, on entend beaucoup moins parler. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que, objectivement, vous regardez la plupart des shows, statistiquement, qui se déroulent en France, tout se passe très bien, c'est des gens bien qui organisent ces shows et qui y participent. Il y a toute une génération qui est vraiment hyper intéressante à suivre, que ce soit Idolatry, Leeds Lewis, les Starboys. Évidemment, je peux pas citer tout le monde, mais il y en a énormément dans cette génération qui sont hyper intéressants et qui ont de super choses à apporter au catch français et même au catch européen et même pourquoi pas un jour au catch américain ou en tout cas international. Donc je comprends ce que veut dire cette personne et je comprends qu'on ait des réticences quand on entend certaines choses sur certaines structures, sur certaines personnes ou je ne sais quoi, mais je pense qu'en cherchant, et en l'occurrence en cherchant pas très longtemps, c'est pas difficile de trouver des structures qui proposent des shows qui peuvent être sympas, qui peuvent être familiaux, où vous pouvez amener des gens qui connaissent absolument pas le catch, certains qui vont peut-être être un peu plus axés pour les gens qui connaissent, avec par exemple des stars étrangères qui vont se ramener, etc. Mais voilà, je pense par exemple, si vous êtes dans le sud comme moi, vous avez FRPW à Bordeaux, vous avez HCW dans la région de Cahors, où moi je suis tout le temps au show, et vous avez là, début juin, le 6 juin, vous avez Arène Wrestling à Toulouse, donc voilà, dans cette région-là, il y a pas mal de choses, et puis même, il y a des choses partout en France qui sont très intéressantes, donc voilà, ça me permettait de mettre une petite fenêtre là-dessus, parce que je me dis que voilà, vous êtes nombreux à m'écouter, je vous en remercie d'ailleurs, donc si je peux mettre en avant des structures de catch en France qui sont en train de se développer, je pense à des KO, etc. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir des shows de catch en France, même parmi les plus petites structures que j'ai pas citées parce que je les connais pas forcément, il y en a vraiment partout, partout. Dans vos villages, dans vos villes, vous allez tôt ou tard voir des affiches show de catch, etc. Ce sera peut-être des toutes petites structures, je vous invite en tout cas à les soutenir, et sur ce, on peut passer à l'avis suivant qui va reparler de la WWE, vous vous en doutez. Parce que oui, à chaque fois j'appelle ces vidéos les avis controversés sur le catch, mais en réalité vous êtes quand même la majorité à me donner des avis WWE, ça me permet aussi de le préciser, ceux qui donnent des avis à EW, je les vois, parfois j'en parle quand c'est des choses dont je suis apte à parler, parfois il s'avère que je ne suis pas assez les programmes pour donner un avis constructif sur la chose, donc je préfère vous laisser en débattre entre vous dans les commentaires, plutôt que moi donner un avis qui n'aura absolument aucune valeur. En l'occurrence, l'avis suivant, il concerne une époque un peu ancienne de la WWE, puisqu'une personne nous dit que JBL est le plus grand heel de l'histoire. Alors, c'est un avis que je partage plus ou moins, de toute façon ça reste subjectif, hein, dire qu'un tel est le plus grand catcheur, ou qu'un tel est le plus grand heel ou le plus grand face, peu importe, c'est impossible de le déterminer de manière objective, mais je trouve l'avis intéressant parce que je trouve que JBL était effectivement un excellent heel, et c'est vrai que quand on cite les grands heels de l'époque, les gens citent souvent Le Miz, Chris Jericho, Edge, et JBL, j'ai l'impression que les gens en parlent un peu moins que les trois autres. Ceci dit, moi la raison pour laquelle je voulais parler de ce sujet-là, c'est parce que pour moi, ce que je voyais en JBL, mais ça marche aussi avec ce que je voyais en Edge ou en Chris Jericho, mais je trouve que vraiment celui qui s'en rapproche le plus, c'est JBL, c'est ce que je retrouve aujourd'hui en Ethan Page. Et Ethan Page, je pense qu'il a vraiment moyen de faire des choses extrêmement cool dans le roster principal, parce que c'est bien qu'on ait tous des avis comme ça, en mode un tel était exceptionnel et tout, mais je pense que c'est bien aussi de voir un renouveau dans les mecs d'aujourd'hui. Là, je pense que c'est bien de dire que JBL est très cool, mais c'est aussi bien de dire que Ethan Page s'en inspire, ou en tout cas ressemble beaucoup à ce qui pouvait être fait, et que donc il a un potentiel énorme. Ça permet un peu de retrouver, de rattacher des choses qu'on peut voir aujourd'hui à des choses qu'on a appréciées à l'époque. C'est un avis que je partage plus ou moins, c'est difficile de le dire de manière objective, mais c'est un avis que je trouvais intéressant et que je voulais vous partager, puisque voilà, ça peut créer encore une fois un peu des discussions, donc je vous laisse en parler en commentaire comme d'habitude. Et justement, puisqu'on parle de lien entre l'ancienne et la nouvelle génération, je vais vous lire un avis que moi je ne partage absolument pas, mais que je trouve très intéressant sur ce sujet. Une personne nous dit qu'il ne serait pas contre la réutilisation des theme songs. C'est-à-dire par exemple, on donne le thème de Batista à Braun Breaker. Selon lui, en fait, il y a juste des theme songs qui sont trop forts pour les abandonner, et il précise quand même qu'il faudrait trouver une bonne raison dans le kayfabe, Orton qui aurait un apprenti et qu'il ferait rentrer avec son ancienne musique d'entrée par exemple. Moi, c'est pas un avis que je partage, je pense qu'il y a des sons qui sont justement à l'inverse trop importants pour être redonnés
donner à quelqu'un d'autre, ça empêcherait la personne de se détacher de l'image du précédent catcheur. Et il n'y a même pas besoin de faire ça avec les theme songs, hein. Regardez, il y a des gens qui disent que Braun Breaker c'est une version Wish de Goldberg, que j'en sais rien, LA Knight c'est la version Temu de Stone Cold ou je ne sais quoi. Donc les fans sont déjà très critiques sur ça quand ils voient des similitudes entre l'ancienne et la nouvelle génération. Donc je pense que donner les theme songs, ça ferait qu'amplifier ce côté négatif là. Et le truc c'est que, en fait, pour moi, il n'y a même pas besoin de faire ça. Il suffit de recréer des musiques qui sont marquantes, qui sont mémorables et qui sont importantes, plutôt que d'aller réutiliser des trucs qui ont été faits à l'époque. Aujourd'hui, on a vraiment encore la capacité de faire de très bonnes musiques d'entrée, c'est juste qu'on ne le fait pas. Mais voilà, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de réfléchir peut-être en prenant des idées qui ont été cool à l'époque et qui collaient bien au personnage pour les réappliquer aujourd'hui sur de nouvelles musiques, plutôt que de réutiliser des musiques d'entrée. Voilà, même si l'idée d'avoir un mentor, par exemple, qui utilise sa musique pour son élève, ça pourrait coller, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire aujourd'hui. Ok, maintenant on arrive dans les deux derniers avis de la vidéo et on va commencer par un avis que je partage avec une personne qui nous dit que c'est super cool d'avoir fait autant de titres pour ne rien en faire. Soit il faut refaire des PLE dédiés à Raw et SmackDown, soit supprimer des ceintures. Et il ajoute à la fin que lui il voit beaucoup de gens contents de dire que c'est bien que la WWE ait fait autant de titres féminins que masculins, mais d'après lui c'est juste un moyen de remplir le cahier des charges et dire voilà on a fait autant de titres d'un côté que de l'autre, maintenant on sait pas forcément quoi en faire. C'est un avis que je partage. Maintenant je supprimerai peut-être pas des titres côté féminin, par contre c'est clair et net que j'ai longtemps fait partie des gens qui demandaient à ce que les ceintures par équipe soient séparées. Objectivement aujourd'hui, au vu de la division par équipe et de la manière dont elle est bookée, je pense qu'il n'y a pas à faire ça, c'est beaucoup mieux de réunir les deux ceintures et d'avoir des équipes qui vont à Raw, à SmackDown en alternance, où effectivement, comme le dit cette personne, il faut faire plus de PLE, il faut faire des PLE plus longs pour laisser la place à toutes les autres ceintures. Parce que là, objectivement, il y a des titres qui passent énormément au second plan. Si on prend le titre des États-Unis féminin, par exemple, depuis sa création, il n'y a pas eu beaucoup de périodes très intéressantes, alors qu'en soi, il y a matière à faire, il y a beaucoup de catcheuses dans le milieu de la carte, et ça me permet aussi de rebondir sur ce qu'une personne a répondu à cet avis-là. Je trouvais ça intéressant, l'échange qui a découlé de cette histoire de ceinture. Quelqu'un qui disait qu'en fait, c'était bête de licencier autant de personnes avec autant de ceintures, parce que du coup, tu te bloques un peu et t'as plus 20 000 personnes pour combattre, soit pour le titre États-Unis féminin, masculin, ou les titres intercontinental, ou je ne sais quoi. Donc voilà, pour le coup, moi, c'est un avis que je partage. Je suis par contre complètement opposé au fait de n'avoir qu'une ceinture de champion du monde. Je trouve que c'est bien d'en avoir une à Raw et une à SmackDown. Je sais que ce serait peut-être un peu impopulaire, mais peut-être que j'unifierais le titre intercontinental et des États-Unis des deux côtés, masculin comme féminin, et ensuite je garderai des titres tag team féminins, des titres tag team masculins, et je m'arrêterai là. Voilà, je partage globalement cet avis. Je trouve que c'est bête d'avoir mis autant de ceintures, surtout si c'est pour ne pas s'en servir. L'idée d'avoir beaucoup de ceintures, ça peut être bien, à condition derrière qu'on s'en serve de la bonne manière. Mais allez, il est temps d'arriver au dernier avis de cette vidéo qui, en l'occurrence, va être certainement le plus discuté dans les commentaires, et pourtant vous allez voir que c'est dingue, hein, parce que c'est pas du tout, on parle pas d'un champion du monde, on parle pas d'une histoire majeure, on parle de Danhausen, avec une personne qui nous dit que le match de Danhausen à Backlash était un moment vraiment bien, qu'il était fait pour rire et pour amuser la foule au milieu du show, et qu'il a parfaitement fait son travail, et donc il ajoute qu'il ne comprend pas qu'on ne l'ait pas apprécié. En l'occurrence, c'est vrai que moi j'ai précisé dans la vidéo de Backlash que c'était pas un match que j'avais trouvé intéressant et que j'avais pas forcément passé un bon moment devant. Donc ça va me permettre un petit peu de me justifier, même si je l'ai fait déjà dans la vidéo Backlash, que je l'ai refait dans le coin catch sur Backlash, je vais le refaire une troisième fois. Globalement, chacun a le droit d'avoir son avis. Si vous adorez Danhausen, que vous trouvez que c'est le truc le plus divertissant et compagnie, j'ai vu quelqu'un dire que Danhausen était super, qu'en plus il vendait du merch, etc., qu'on aime bien, qu'on trouve ça divertissant, pourquoi pas. Le fait d'utiliser l'argument de il vend du merch, en fait ça on s'en fout, parce que nous, on est les consommateurs du truc, donc on gagne pas un centime sur le fait que Danhausen vende du merch. Mais bref, pour revenir sur le sujet d'Danhausen et sur son match à Backlash, moi, mes problèmes principaux, c'est les suivants, et du coup, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec cette personne. D'un côté, le délire comédie wrestling me dérange pas à partir du moment où tout le reste du show et tout le reste des programmes est intéressant, est bien écrit, est bien raconté, qu'on a des histoires majeures qui se racontent bien, qui sont intéressantes, etc. Or, on est obligé de le reconnaître, WrestleMania 42, pour la plupart, et en tout cas pour moi, n'était pas à la hauteur de WrestleMania, donc quand la WWE est dans une telle posture et une telle situation, c'est pas des segments comiques pour moi qui vont relever le niveau. Donc ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que dans un PLE où il n'y a que 5 matchs, où déjà t'as pas beaucoup de temps pour le catch, pour les histoires et compagnie, je trouve ça dingue de mettre 10 minutes de Danhausen et les Mini-Hausen contre le Miz et Kit Wilson. Oui, c'est des catcheurs qui donnent tout pour le métier, qui sont employés, qui peuvent mériter des moments importants comme ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, je trouve que ça prend la place d'une histoire qui aurait pu être développée pour, comme le dit cette personne, juste un moment comique et détente, ce encore une fois avec quoi je n'ai pas de souci dans le catch, à condition que ce soit par exemple dans un show où il y a 7 ou 8 matchs. Tu fais
3 matchs intéressants autour de ceinture ou autour de rivalité, le match de Danhausen, et tu rajoutes ensuite 3 ou 4 matchs intéressants, pareil, avec des histoires importantes, là, oui, pour moi, 10 minutes dans un show à 5 matchs, je suis désolé, c'est quasiment aussi long que le match entre Sami Zayn et Trick Williams, et moi, ça m'intéresse pas, et je pense que ça aurait largement pu être remplacé par autre chose. Maintenant, encore une fois, c'est mon avis, hein, pareil, pour tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ça ne concerne que moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument penser la même chose. Le but des commentaires, c'est justement d'en discuter, toujours calmement. Je sais qu'il y en a certains qui n'auront même pas regardé jusqu'ici et qui auront déjà balancé des dingueries. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de partager un peu nos avis sur la WWE, le catch, etc. On a parlé de pas mal de sujets dans cette vidéo, dont le fameux sujet Danhausen, qui encore une fois est hyper clivant. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. J'exagère quand je dis déteste, hein, c'est juste que voilà, ça m'intéresse pas, je passe pas un bon moment devant et je préférerais voir autre chose. Bref, comme d'habitude, j'attends de lire votre avis dans les commentaires. Pour ceux qui veulent m'entendre parler un peu plus d'actualité, ça se passe tous les mardis à 17 h dans le Coin Catch sur YouTube et sur Twitch. Et pour ceux qui en ont marre de la WWE et qui ont peut-être absolument tout lâché, bah vous avez encore la possibilité de me suivre sur ma chaîne Monsieur Coinc, sur laquelle j'ai lancé un arc Wii, dans lequel on joue à Wii Sport, à Wii Party et même plus récemment à Tomodachi Life. Donc je vous invite à vous rendre là-bas si ça vous intéresse. Sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.